C'est avec grand plaisir que nous recevons Monsieur Grégory Doucet, notre micro, qui est un habitué de nos micros, puisque toutes les années, vous venez nous voir. Absolument, bonsoir. Bonsoir Monsieur Doucet, et Bonsoir. discuter avec nous donc de sujets essentiellement liés aux thématiques LGBT, puisque Pluriel Gay est une émission et Transculture sont des émissions qui sont en lien avec ces thématiques-là, et puis que ce soir, surtout à l'Hôtel de Ville, c'est le 3e bal des fiertés. Et je suis très content de vous accueillir ici dans l'Hôtel de Ville ce soir pour cette émission, je sais pas, on peut appeler ça délocalisée, non ? Délocalisé, oui. C'est ça, ouais. On peut dire ça. Alors donc, ce soir, pour mener cette interview, nous aurons donc Romain Vallet, qui est journaliste et qui est ancien journaliste de... Bonsoir Romain. Ancien journaliste, rédacteur en chef du mensuel Hétéroclite, du regretté mensuel Hétéroclite, pouvons-nous dire. Voilà. Et puis Léa Chevalier, donc de l'émission... Transculture, donc qui vont vous poser des questions. Voilà, puis moi peut-être que j'interviendrai un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, si je vais quand même vous poser une première question pour lancer l'émission, toute simple. J'ai envie de vous dire, alors, heureux ? Bien sûr, très content de... Très content. J'imagine que votre question, elle fait notamment référence à cette soirée, à ce bal des fiertés. Oui, mais aussi à votre réélection. Oui, alors j'ai d'abord envie de parler du bal des fiertés parce que je suis très très heureux d'accueillir cette 4e édition ici à l'Hôtel de Ville. Ça fait sens pour moi d'organiser un tel événement qui, d'abord, est une fête. Et puis, moi, j'ai envie que la ville de Lyon soit une ville joyeuse, une ville où on s'amuse, une ville où on célèbre ensemble, une ville où on crée du lien. Et la fête, c'est d'abord ça. Et puis le bal des fiertés, c'est aussi un message envoyé au monde pour dire l'égalité, ça se célèbre dans des lieux qui eux-mêmes sont porteurs de symboles. Et ça rend le symbole, l'accueil en l'occurrence, d'autant plus important. Et ici, ce qu'on veut célébrer, c'est bien sûr l'égalité, assurément en premier lieu. Mais si on accueille à l'Hôtel de Ville, c'est aussi parce que moi, le message que je souhaite faire passer, c'est que dans ce grand lieu symbole de la République, eh bien, tous ces enfants, ils sont les bienvenus. Et tout le monde peut et doit même être pris sous l'aile de la République, quel que soit son parcours de vie, ses choix, son identité de genre, tout cela appartient à l'individu. Mais en tout cas, la République ne juge pas. Elle fait tout pour que l'égalité ne soit pas simplement promulguée ou recherchée, mais qu'elle soit véritablement actée. Et donc, en accueillant le bal des fiertés, c'est tous ces messages que je souhaite envoyer. Mais sinon, je suis aussi effectivement très heureux d'avoir été réélu. Donc, je vous laisse entre les mains de mes collègues, Romain et Léa. Qui lance ? Qui se lance ? Je vais bien commencer. Ouais. Donc vous avez été réélu il y a 2 mois pour un 2e mandat. Est-ce qu'il y a des mesures nouvelles que vous souhaiteriez mettre en place durant ce 2e mandat par rapport au premier ? Oui, bien sûr. Alors elles sont très nombreuses, les mesures que nous allons mettre en place. Sur la thématique LGBT. Oui, voilà. Mais je l'avais en tête aussi. Rassurez-vous, je pourrais vous parler de logement, de santé, de sécurité, d'adaptation au changement climatique. Mais je pense qu'on en aurait pour 2 heures et l'émission n'a pas forcément vocation à durer si longtemps. Mais bien sûr, sur la grande question de l'égalité, on a pour objectif de créer un espace égalité qui vise justement à permettre prioritairement aux élèves de primaire, aux scolaires, de pouvoir découvrir cette grande question de l'égalité au travers d'une approche des droits des minorités notamment aussi. Cet espace égalité, on le souhaite à terme installé dans ce qu'on appelle modestement la fabuleuse bibliothèque. Donc cette bibliothèque de la Part-Dieu que nous allons non seulement rénover mais aussi agrandir. Alors ça ne se fera pas sur un seul mandat, mais en tout cas les travaux auront commencé sur ce mandat. Donc l'idée c'est d'avoir un espace transitoire, parce qu'on veut que l'espace égalité il puisse être créé assez rapidement, parce qu'il faut répondre à des besoins qui sont urgents, et aussi parce qu'on veut pouvoir, on va dire, le configurer au fil de l'eau. Donc il n'aura pas une forme, un modèle définitif dès le début, mais on veut pouvoir tenter certaines animations, certaines configurations, et le faire évoluer
de manière à ce que, pour le coup, il ait une forme plus définitive une fois qu'il intégrera la bibliothèque de Lapardieu, la fabuleuse bibliothèque de Lapardieu. En lien avec le point G, peut-être ? En lien avec le point G, aujourd'hui, l'idée, c'est de concevoir cet espace égalité avec de multiples acteurs, de multiples inspirations. Parce que il ne s'agit pas nécessairement de réinventer l'eau chaude. Il y a d'autres villes en France, en Europe, dans le monde qui ont pu se lancer dans une démarche comme ça de création d'un lieu qui parlerait de tous les droits, des droits des minorités et d'une manière plus spécifique de la grande question de l'égalité. Donc voilà, à voir. Tout est ouvert encore aujourd'hui. Et j'ai confié ce travail à mon adjointe au droit et à l'égalité, justement, Sylvie Tomic, que beaucoup connaissent ici à Lyon, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille sur cette grande question. D'accord. Donc ça sera la mesure phare de votre deuxième mandat. Voilà, c'est la mesure sur phare. Question, on peut le dire, tout à sur fait. la question LGBT. D'accord. Et contrairement à la ville de Lyon, à la métropole, il y a eu une alternance. La métropole a basculé à droite, avec des changements qu'on voit déjà sur les questions LGBT. Par exemple, le mois des fiertés, qui est organisé traditionnellement par la métropole depuis quelques années, au mois de juin, n'a pas été reconduit là, cette année en 2026. Est-ce que du coup, la ville de Lyon va combler en quelque sorte les manquements qu'il peut y avoir de la majorité à la métropole en termes de subventions, en termes d'événements? Je comprends votre question, c'est une bonne question. On n'a pas vocation en tant que collectivité locale, je vous réponds de manière assez cash, à compenser ce que les autres ne font pas. On a vu, par exemple, plus largement dans le grand champ de la culture, la région Auvergne-Rhône-Alpes décider des coupes absolument faramineuses sur certains équipements, enfin sur certaines maisons, notamment lyonnaises, villeurbanaises. Tiens, c'est étonnant, c'est pas de la même couleur politique. Bon. Des coupes qui ne s'expliquent pas autrement que par un biais électoraliste, pour pas dire partisan, qui n'a pas sa place quand on parle de culture. Quand on parle d'égalité, pour moi, c'est la même chose. Les choix partisans, les choix politiques ne devraient pas amener certains, par souci électoral, à faire des choix qui vont finalement dans le sens d'une, j'ai presque envie de dire de polarisation, en tout cas de l'alimentation du rejet de l'autre. Être un responsable politique, et pourtant, vous savez, c'est la charte de l'élu local, tout le monde la signe. La charte de l'élu local, elle dit bien qu'on s'engage pour l'intérêt général et à défendre les valeurs de la République. Jusqu'à preuve du contraire, l'égalité en fait encore partie. Et malgré tout, certains font effectivement un certain nombre de choix. Donc, je vais d'abord partager votre inquiétude, tout simplement. Et je ne comprends pas certaines décisions ou annonces. Vous me permettrez peut-être à la fois d'être prudent ou peut-être un peu naïf en vous disant que pour le moment, j'attends quand même de voir. Je leur laisse le bénéfice du doute. Je leur laisse la possibilité de se reprendre. Voilà. Mais il est certain qu'on ne peut pas à la fois pendant toute une campagne électorale se défendre d'être des grands défenseurs des valeurs de la République, parce que je l'ai entendu de la bouche des candidats, de ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la métropole ou dans l'opposition à la ville de Lyon, et puis une fois en responsabilité, agir inversement. Et au-delà, est-ce que vous pensez que l'État en fait assez sur les questions d'égalité LGBT, ou est-ce qu'il se défausse sur les collectivités locales? Je dirais pas ça, parce que je trouve que la DILCRA, par exemple, fait un travail sérieux et même un travail que je qualifierais d'audacieux, dans le sens où dans un climat, dans un contexte global, international et même parfois national, plutôt à rebours pour ce qui est de la promotion de l'égalité, je trouve que la DILCRA tient bon.
Voilà. Le gouvernement a présenté il y a quelques années un plan national de lutte contre les LGBTI-phobie. Il y a eu un premier bilan, notamment fait par les associations il y a quelques mois, qui était très sévère, qui disait en gros, sur la mise en œuvre, c'est pas ça, quoi. Vraiment, le compte n'y est pas. Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je vous parle de la DILCRA, qui est une institution qui est là pour initier. Elle est dans un rôle à la fois de financement, de coordination. Elle ne fait pas tout en direct. Et bien sûr qu'il y a besoin d'un relais à la fois dans les services déconcentrés de l'État, dans les collectivités aussi locales. Enfin, je veux dire, le bilan dont vous faites, auquel vous faites référence, il n'est pas que sur l'action propre de l'État. Il est sur ce que l'État doit aussi permettre de réaliser, donc dans une logique de levier. Et oui, c'est clair que tout le monde ne réalise pas les efforts qui devraient être fournis. C'est une certitude. Si on revient à l'actualité lyonnaise, cette année, il y aura 2 marches des fiertés LGBT à Lyon. Il y en aura une le 27 juin organisée par le collectif Fierté en lutte, qui est en charge depuis 2021 de l'organisation de la marche. Et puis, il y en aura une autre organisée le 11 juillet par le Centre LGBTI de Lyon, à l'occasion notamment des 30 ans de la première marche des fiertés LGBT de Lyon en 1996. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette double marche? Est-ce que c'est une division ou une richesse, une concurrence? Moi, ce qui m'importe, en l'occurrence, c'est d'être en soutien des 2 événements. Et c'est ce que nous faisons. Je serai au démarrage des 2 marches, qui est des discussions difficiles ou pas. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous dire que ça ne me regarde pas, bien sûr. Je veux dire, je pense que dans le temps dans lequel nous sommes, l'unité est plutôt souhaitable. En même temps, s'il y a des mots d'ordre différents, je peux comprendre qu'il y ait un souhait de l'un et de l'autre d'avancer, chacun avec un agenda spécifique. Tout comme il peut y avoir des manifestations sur plein d'autres sujets où vous avez des mots d'ordre qui font que vous allez avoir plusieurs manifs. Très bien. Enfin, je veux dire, l'important, c'est que, encore une fois, pour moi, la question de l'égalité progresse. Et si le fait qu'il existe 2 marches permet d'enfoncer un peu plus le clou, je vais vous dire, c'est peut-être une bonne chose au final. On verra ce qu'il en est cette année. Moi, je voulais rebondir un petit peu parce que je crois qu'il y a l'an passé ou il y a 2 ans, vous avez parlé d'avoir débloqué à peu près 100 000 euros pour lutter contre toute forme de discrimination. Je voulais juste savoir où est-ce que ça en était aujourd'hui sur les différentes formations qui ont peut-être été données aux forces de police ou. On a clairement avancé. Vous savez, j'ai la réputation de faire ce que je dis, enfin de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Donc globalement, les financements, que ce soit pour les formations, pour les agents de la ville, enfin agents et agentes, et puis le soutien aux associations pour qu'il y ait des actions de sensibilisation, notamment dans les écoles, parce que c'est notre priorité de travailler dans les écoles. Tout ça a bien sûr été fait. Et puis sur la question des discriminations, on le voit, c'était évoqué un peu plus tôt là. Enfin, moi je l'ai dit dans mon propos introductif en ouverture du bal des fiertés, mais ça a été dit aussi par Mathieu et Malou qui ont, pour le centre LGBTI+, qui ont aussi lancé le bal. On a encore dans notre pays des actes anti-LGBT à des niveaux qui sont simplement hallucinants. Ne serait-ce que l'année dernière, sur le département du Rhône, c'est 170 agressions qui ont été recensées. 170 agressions, ça fait une agression quasiment tous les 2 jours. Enfin, et bien avoir en tête, mais enfin bon, je parle devant vous à des personnes qui en ont conscience. Mais une agression, c'est d'abord physiquement, c'est une violence, et puis pour certaines personnes, c'est une vie parfois très affectée, pour pas dire brisée. Voilà, donc ça c'est insupportable. Je le disais un peu plus tôt, la République, elle doit prendre tous ses enfants sous son aile. Tout à fait. Et justement, pardon. Non, je voulais aussi rebondir aussi sur la question sur la lutte contre les VSS. Et est-ce qu'il y a des choses mises en place
par exemple, pour citer un peu sur ce qui se passe dans ma ville natale, sur Nantes, ils ont mis en place, par exemple, un local d'hébergement qui s'appelle Citadelle, qui va recueillir des personnes, des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et du coup, je voulais savoir si sur Lyon, ça existe. On existe soutient, aussi. on soutient des associations qui sont engagées dans ce domaine-là. Mais sur les VSS, j'ai envie d'insister sur un point particulier. On a travaillé, vous parliez des formations pour les policiers, par exemple, tout à l'heure. On a formé nos policiers là-dessus, mais on s'est rendu compte au début du mandat précédent qu'il y avait un angle mort qui était la question des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Oui. Et que dans le sport, notamment, vous imaginez facilement, l'après-match ou l'avant-match, les vestiaires, tout ça, sont des moments et des lieux qui peuvent être propices aux violences sexistes et sexuelles. Et donc on est la première ville en France à avoir conditionné les aides aux clubs et associations sportives à la formation de leurs dirigeants à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que si les dirigeants ne sont pas formés, on ne finance pas les structures, en considérant qu'il faut mettre un terme absolument au VSS dans le sport. Parce que dans beaucoup de parcours de vie, ça a pu commencer dans une pratique sportive. Voilà. Et vous savez comme moi que les prédateurs, une fois qu'ils ont mis la main sur une victime, dans un cadre particulier, ça peut se répliquer dans d'autres cadres. Voilà. Et le sport est un cadre très propice à ça. Donc on s'est attaqué à ça en priorité. Romain. Oui, vous parliez des agressions tout à l'heure. Justement, sur cette thématique des agressions LGBT-phobes, qu'est-ce que la ville peut faire avec ses compétences en matière de sécurité via la police municipale? Comment est-ce qu'on lutte contre ces agressions? Avec plus de présence policière, plus de caméras de vidéosurveillance, par exemple. Alors, d'autres solutions moins sécuritaires, peut-être, je ne sais pas. Alors, on a parlé de sensibilisation, de formation tout à l'heure. Enfin, il faut aussi assurément agir dans ce champ-là. Mais sur la question de la répression et de l'action de la police notamment, alors on évoquait tout à l'heure quand même, c'est important, la formation des policiers municipaux sur la question des violences sexistes et sexuelles, sur la question des actes anti-LGBT, parce qu'il y a un besoin aussi d'accompagnement des victimes, de recueil de la parole. Et c'est pour ça qu'on a souhaité former nos policiers. Sachez que la ville de Lyon aussi finance des postes d'accueil, de travailleurs sociaux dans les commissariats pour l'accueil, pour la récolte de la parole des victimes. Et alors c'est notamment pour les femmes victimes de violences, mais pas que. C'est aussi à destination des actes anti-LGBTI+. Et puis sinon, on a tout notre arsenal classique. Oui, on est une ville qui a globalement un parc de vidéosurveillance qui est tout à fait développé. Je veux dire, on a 660 caméras sur 48 km². C'est globalement, à part Nice, qui est mieux équipée que Lyon, on est la deuxième ville la mieux équipée en France. Et puis, on a aujourd'hui 320, 330 policiers municipaux qui sont aussi au service de la population pour ce qui est de la lutte contre les actes anti-LGBT. Donc, pour moi, comme tout autre acte de délinquance, on a notre rôle à jouer au niveau municipal. Pour autant, il faut aussi remettre, l'église au milieu du village, à savoir que la question de la sécurité de tout à chacun est le résultat d'une coordination entre les différentes forces de sécurité, police municipale certes, mais police nationale d'abord. C'est l'essentiel des effectifs, et surtout les prérogatives de la police nationale sont beaucoup plus importantes. Donc on a aussi besoin d'avoir une mobilisation de la police nationale à la hauteur des enjeux. D'accord. Okay. Moi, j'avais une question, mais après plus côté question transidentité
envers nos frères et nos sœurs concernées. Où on est Lyon justement sur les droits des personnes trans et aussi sur leur sécurité. Du coup, où est-ce que je voulais en venir? C'est savoir est-ce que justement tous les services, on a parlé plus sur les droits, enfin sur la formation en milieu scolaire. Est-ce que aussi ce serait important de le faire en milieu professionnel, peut-être interagir avec les entreprises, avec les différents patrons des entreprises pour mettre en place plus de diversité et d'inclusion et surtout dire qu'on soit LGBT ou de n'importe quelle couleur de peau ou de n'importe quelle origine, c'est avant tout nos droits humains en fait qui sont là, quoi. On travaille en collaboration avec l'Autre Cercle, qui est une structure qui fait, je trouve, un travail remarquable, avec une approche que j'ai envie de qualifier de sensible, c'est-à-dire que ils viennent pas culpabiliser, ils viennent parler des situations avec leur approche, avec l'idée du rôle modèle. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet de positiver la démarche. Les entreprises n'ont pas l'impression de se retrouver un peu en situation de culpabilité parce qu'elles ne le feraient pas suffisamment ceci ou cela. Au contraire, le rôle modèle, c'est une façon de dire, mais vous voyez, en fait, c'est très mobilisateur dans le milieu professionnel d'avoir une reconnaissance de la diversité, de promouvoir l'égalité. Et je trouve que leur boulot est vraiment remarquable. Et on bosse avec eux. D'ailleurs, on a accueilli leur dîner de gala à plusieurs reprises ici à l'Hôtel de Ville. Ce que je voulais aussi poser comme question en fait, sur la sécurité des personnes trans, c'est pour éviter, pour chaque année il y a le Tidor qui rend hommage aux personnes trans tuées ou alors assassinées à travers le monde. Et je voulais savoir où est-ce qu'on est Lyon en fait par rapport à ça pour lutter contre ces agressions transphobes, pour lutter contre la transphobie systémique finalement. Alors pour moi il y a deux dimensions de votre question. Il y a la dimension pratique et j'ai envie de vous dire ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de la sécurité des membres de la communauté LGBTQIA+, elle s'applique. Oui, quand on dit qu'on fait de la formation à nos policiers municipaux, c'est aussi sur la question de la transidentité. Mais donc ça c'est pour l'aspect pratique. Après j'ai eu l'occasion à quelques reprises de m'exprimer moi sur le sujet, notamment quand il y a eu des attaques. En France, il y en a eu quelques-unes, mais elles restent, j'ai envie de dire, assez isolées et pas au plus haut niveau politique. Pas au plus haut sommet de l'État, j'ai envie de dire. Ça a pu arriver de la part de il y a eu quelques dérapages de certains responsables politiques, mais c'est surtout outre-Atlantique qu'on a vu des choses absolument abominables être. Et donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur le sujet. Quand même, évidemment, c'est pas mon quotidien que de commenter la politique américaine. Non, bien sûr. Quand bien même, je suis très attentif à ce qu'il peut se passer, alors à la fois outre-Atlantique, mais plus largement sur le plan international, parce que on sait que c'est à la fois révélateur d'un changement d'époque, et puis parce que on a, je vais le dire comme ça très simplement, mais il y a une internationale réactionnaire qui est en marche aujourd'hui, qui est aujourd'hui très puissante aux États-Unis, qui a, j'ai envie de dire, gangréné, pour moi c'est le terme qui convient, gangréné un certain nombre d'autres pays qui vont de l'Argentine à l'Italie. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que on remet en cause à la fois les fondamentaux de l'état de droit un peu partout dans le monde. Et l'état de droit, il a une première vocation, c'est de garantir l'égalité entre tous les citoyens et les citoyennes. Et une fois que vous avez commencé à saper l'état de droit, l'histoire du monde nous a plutôt montré que c'était les minorités qui étaient les premières visées, les premières victimes. Et en particulier les minorités qui viennent remettre en question un ordre conservateur. Donc c'est aussi pour ça
que j'ai tenu, encore une fois, pas quotidiennement, mais régulièrement, à m'exprimer sur le sujet pour affirmer quelle était notre position ici à Lyon. Parce que quand je m'exprime, c'est d'abord en tant que maire de Lyon, même si je sais qu'en étant maire de la 3e ville de France, je ne suis pas qu'un élu local et que ma parole, elle peut aussi avoir un autre effet. Alors, je vais rebondir sur la situation internationale, justement. Et je vais vous poser la question. La question que je voulais vous poser, ça concerne le Sénégal. Comme vous le savez, évidemment, le Parlement sénégalais a récemment voté à la quasi-unanimité une loi qui renforce la pénalisation de l'homosexualité. Et désormais, les actes que cette loi qualifie de contre-nature, c'est le texte qui le dit comme ça, peut entraîner une condamnation jusqu'à 10 ans de prison. Et il s'en est suivi, donc, depuis cette loi récente qui vient d'être renforcée, je dirais, puisqu'il y en avait déjà une auparavant, mais là, elle a été renforcée et accentuée. Donc, depuis ce vote au Parlement sénégalais, un accroissement considérable des arrestations ont eu lieu, et ainsi qu'une véritable chasse à l'homme, une véritable chasse aux sorcières, je dirais, chasse à l'homme, avec des témoignages recueillis par les associations sur les réseaux sociaux, etc., qui font froid dans le dos, parce que des gens parlent de lynchage public et de choses comme ça. Et on entend même des personnes qui disent qu'ils préfèrent être arrêtés par la police avant de subir la vindicte populaire. Voilà. Alors moi, ma question, elle va porter sur est-ce que la mairie de Lyon peut intervenir, dans quelle mesure elle peut le faire déjà, peut intervenir sur son territoire pour favoriser l'accueil de réfugiés LGBT en provenance du Sénégal. Oui, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Sans doute insuffisamment au regard des besoins qui existent dans le monde, mais effectivement, on soutient un programme qui permet d'accueillir des personnes qui sont en danger dans leur pays. Alors, sur un plan plus politique et plus symbolique, mais pour moi, ça a aussi son importance. Vous savez, chaque année, je remets la citoyenneté d'honneur de la ville de Lyon à un certain nombre de personnes qui ne sont pas citoyennes françaises, mais qui sont méritantes au regard de leur engagement pour la défense des droits. Alors, ça peut être des minorités, ça peut être du droit international, du droit humanitaire, du droit de l'environnement, etc. Et plusieurs citoyens et citoyennes d'honneur étaient des gens très engagés dans la défense des droits LGBTQIA+. Parfois, les gens sont encore dans leur pays, parfois ils l'ont déjà fui au moment où ils reçoivent la citoyenneté d'honneur. Donc voilà, on accueille des gens, on proclame aussi notre engagement en soutien auprès de personnes déjà, elles-mêmes très engagées. Et puis, sur la situation sénégalaise, je me permets de dire un mot parce que, je pourrais penser que le maire de Lyon n'a pas grand-chose à dire, bien évidemment, sur la politique sénégalaise. Dans l'absolu, ça serait presque assez juste de le dire, mais il se trouve que j'ai une relation particulière à ce pays puisque j'y ai travaillé pendant un certain nombre d'années et ça m'attriste profondément parce que le Sénégal a longtemps été un des pays assez phare en matière de démocratie dans cette région ouest africaine. Avec une très forte stabilité, avec on va dire, c'était le pays un peu leader en matière de progrès humain, social, en matière d'égalité, voilà. Et si on connaît un peu la politique sénégalaise, on sait que ce durcissement de la loi, elle vise surtout à masquer la capacité des dirigeants sénégalais à sortir leur pays de l'ornière. Voilà. Et ça m'attriste doublement. Ça m'attriste doublement pour ce que ça implique de souffrance humaine, puisque comme vous le disiez, entre les gens qui sont littéralement lynchés ou arrêtés par la police, simplement pour une question d'orientation sexuelle, c'est en totale contradiction avec les valeurs que nous défendons et les valeurs inscrites dans le droit international. Les Nations Unies se sont très sévèrement exprimées à l'encontre du Sénégal. Et puis, je le disais, donc, au-delà de la souffrance humaine, c'est quand même un recul des droits qui déshonore ce pays. Voilà. Et qui dit à quel point
s'en prendre à des minorités. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de l'international réactionnaire qui finissait par s'en prendre à des minorités. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et un peu partout, tous ces régimes-là qui vivent de la prédation tout en étant incapables de gérer le pays. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas dans une bonne situation. On en parlait tout à l'heure. Le Sénégal, c'est pareil. Mais la prédation s'accentue. On pointe le doigt à un certain nombre de minorités comme un chiffon rouge qu'on agite. Et tout le reste passe. En fait, c'est malheureusement une dérive qui est tellement commune dans beaucoup de pays actuellement. Et excusez-moi de faire un peu de politique nationale aussi, mais ça nous pend au nez. Hein. Ça nous pend au nez, avec un certain nombre de tendances que l'on constate quotidiennement. Là, il faut qu'on se ressaisisse. La France doit rester ce pays des lumières, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois, bien évidemment, des philosophes des Lumières, mais des Lumières au sens de leur rayonnement. Hein. On a cette vocation universaliste, et il faut qu'on la retrouve. Et voilà, donc on a besoin de se ressaisir. Merci. C'est un appel que je lance. Et justement, dans leur discours tout à l'heure, les vice-présidentes du centre LGBTI ont évoqué 2027. L'an prochain, pour le prochain bal des fiertés, on aura un nouveau président, un nouveau gouvernement, sans doute... ou une présidente. Ou une présidente. Sans doute aussi une dissolution et de nouvelles élections législatives dans la foulée. Et le risque de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France n'a jamais été aussi grand. Vous, en tant qu'élu local, comment est-ce que vous pensez quel est le meilleur moyen selon vous d'éviter ce scénario de catastrophe qui se profile un peu? On a l'impression qu'on fonce droit dans le mur et qu'on ne voit pas bien comment éviter de se prendre le mur à la fin. Pour vous, ça passe quoi? Par une stratégie de large union de la gauche Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe dans un an? Alors déjà, arrêtez de se dire que la catastrophe est inévitable. Parce que le simple fait de se laisser aller à cette idée la rend plus que possible. Et c'est le meilleur moyen. Il faut être lucide en même temps. Il y a ni défaitiste ni lucide. Oui, mais la lucidité, c'est quoi pour moi? La lucidité, c'est de se retrousser les manches. Excusez-moi, je vais faire une comparaison qui me semble pour le coup opportune, mais vous pensez que les premiers résistants en 1940 se sont dit on est lucide, on va renverser le régime nazi à force de notre engagement? Je veux dire, je pense que beaucoup de Français pensaient que le plus lucide d'entre les Français, c'était le maréchal Pétain à l'époque. Hein? Non, mais n'oublions pas qu'il n'est pas non plus arrivé en étant détesté de la population quand il arrive. Bon. Maintenant, plus de 80 ans après, on peut se dire que c'était De Gaulle qui était le plus lucide. Bah oui, enfin, parce que pour le coup, il a d'abord eu le courage de mobiliser tout le monde, de rassembler tous ceux qui avaient envie de pas se laisser faire, de ne pas baisser les bras, etc. Donc en fait, la lucidité, c'est quand même, c'est quand même une notion un peu relative. Voilà. Mais au-delà de la sémantique, moi, je ne crois pas que l'histoire soit écrite. L'histoire, elle s'écrit par les actes que nous posons, par les initiatives que nous prenons. Alors, si vous voulez, on parle de méthode un instant. C'est quoi la bonne méthode? La bonne méthode, c'est arrêter de se dire que l'objectif, c'est d'empêcher quelqu'un d'arriver au pouvoir. L'objectif, c'est d'abord de proposer un projet politique pour les Françaises et les Français. C'est ça le premier objectif. On ne prend pas le pouvoir simplement pour l'avoir ou pour éviter que quelqu'un d'autre ne l'ait. Ça n'a pas de sens. Moi, toute chose égale par ailleurs, et sans vouloir me prendre en exemple, mais je veux dire, que ce soit en 2020 ou en 2026, mon objectif, c'était pas simplement de devenir maire. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens en soi. Ça n'a de sens que s'il s'agit ensuite d'appliquer un certain nombre de politiques publiques. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai plutôt la réputation de dire ce que je fais et de faire ce que je dis, parce que pour moi, c'est le faire qui importe. Et je me place dans la même logique, dans le même état d'esprit pour 2027. Donc il faut d'abord bien élaborer le fond, le contenu. Et à cet égard, vous me pardonnerez de reprendre un petit peu ma casquette
verte, pour le coup, parce que je suis un écologiste. Je suis, extrêmement satisfait et même admiratif du travail qui est fait actuellement par Marine Tondelier, parce qu'elle parle du fond. Elle parle du fond quand elle évoque des mesures à prendre pour lutter contre la solitude, qui est effectivement l'un des mots des temps présents. En fait, elle dit ce que d'autres sociologues, philosophes, même économistes proclament depuis un certain nombre d'années, c'est que dans notre pays, le lien social s'est délité au profit de l'individualisme et qu'on en est malade, tous collectivement. Et donc la solitude est un grand sujet. Plus récemment encore, la question du congé climatique qu'elle a mise sur la table, qui est une mesure qui peut paraître, simple, même anecdotique, mais qui en fait fait sens quand on sait l'enjeu que représente la nécessité d'adapter nos modes de vie au réchauffement du climat. C'est pas complètement délirant ce congé climatique, les Espagnols l'ont mis en place. Donc c'est pas une lubie doctrinaire de quelques écolos. Non, j'ai un gouvernement qui a plutôt de bons résultats sur le plan économique, sur le plan social, etc., à savoir celui du Premier ministre Sanchez, l'a mis en place il y a déjà un certain temps. Alors vous me direz, il fait plus chaud en Espagne qu'en France. Bon, en ce moment, c'est pas forcément sûr. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'il faut d'abord travailler le fond. C'est ça qu'il faut faire. Et je me réjouissais à l'instant sur votre antenne du travail fait par Marine Tondelier, mais il doit être fait par l'ensemble de la gauche. Et le fait d'alimenter la réflexion en disant voilà, nous on a des propositions, ça appelle à une deuxième étape qui est de dire voilà, on va maintenant faire une synthèse de tout ce que les différents mouvements de gauche peuvent proposer. Ceux qui ont envie de travailler ensemble, bien sûr. Il y a un premier pas, hein, il y a un premier filtre, j'ai envie de dire. Mais je crois que ce qu'on a réalisé, par exemple, ici à Lyon, d'union avant le premier tour, avec le Parti Socialiste, Place Publique, le Parti Communiste, l'Après, Debout, Génération Est, et bien sûr le Parti des écologistes, et la démonstration qu'on est capable de s'entendre, en fait. On est capable de s'entendre, y compris, et je dirais, après avoir travaillé sur le contenu, c'est la deuxième étape, y compris pour se dire, bah voilà, toi tu pèseras tant dans le gouvernement, tu pèseras tant au Parlement, etc. Et après, normalement, à ce moment de mon exposé, vous me posez la question, mais parce qu'on parle d'élection présidentielle, qui donc ? Quand on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire, quand on s'est mis d'accord sur les équilibres, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, la question de l'incarnation, en fait, vous avez fait 90% du boulot. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne méthode pour que ça marche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la méthode de la primaire reste une méthode tout à fait honorable. Et si on a fait le boulot ensemble de travailler sur le fond... On sent qu'elle a un peu du plomb dans l'aile, quand même. Hein. Mais parce qu'on commence par ça. C'est parce qu'on ne veut regarder que ça. C'est ça l'erreur. Si on a déjà fait le boulot de se mettre d'accord sur les 90 ou 95% du programme qu'on veut construire ensemble, la primaire, elle n'aura pas l'effet délétère que certains craignent, qui est de nous diviser. Non, parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura, on aura l'union qui sera garantie. Et de toute façon, allez, on va pas se mentir, pour que, il est impossible pour aucun parti de gauche aujourd'hui de gouverner seul demain. Aucun. Voilà. Pas même celui qui serait le plus... qui serait devant au premier tour de l'élection présidentielle. Ça n'existe pas. Donc, on ne gouverne demain qu'en union. Ça, c'est une réalité. Là, je suis prêt à mettre ma tête sur le billot si vous voulez, mais on ne pourra gouverner qu'en union. Peut-être pas quand même. Je suis prêt à prendre des risques, vous voyez, mais on ne gouvernera qu'en union. Et donc, travaillons sur l'union en amont. Et pour se dire ensemble ce que l'on va faire ensemble demain. C'est ça, de toute façon, que les Français et les Françaises attendent de nous. Hein. Quand je dis de nous, je me place en tant que responsable politique. Ils n'attendent pas de nous qu'on occupe une fonction. Ils attendent de nous qu'on réalise des politiques publiques pour eux, pour elles. C'est ça qui est attendu de nous. Donc, commençons par définir ce qu'on va faire. Il faut couper. Voilà, c'est fini. Eh ben, c'est fini. Votre staff m'a fait signe que c'est terminé. Voilà.
En tout cas, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'être venu une nouvelle fois. Et puis, avec certitude, cette fois-ci, je peux vous dire à l'année prochaine. Parce que l'an dernier, on n'était pas sûr. Mais là, on est sûr, au moins. Merci en tout cas. Et je vous confirme que nous accueillerons la 5e édition du Bal des Fiertés. Nouveau... Alors, c'est la 5e ou... Non, cette année, c'est la 4e. Et donc, nous accueillerons la 5e édition l'année prochaine. Romain avait raison. Ce qu'on se demandait, c'est la 3e ou la... C'est la 4e. Et donc, il y aura la 5e l'année prochaine. Voilà. Très bien. Et donc, voilà. Je ne sais pas si on vous mettra toujours dans le même salon, mais on est bien ici. On aime bien. On aime bien. On est très à l'aise ici. Très bien. En tout cas, merci de ce temps passé ensemble et ravi d'accueillir encore une fois le Bal des Fiertés dans cet hôtel de ville. Je vous le dis, tout le sens qui est derrière ce choix est pour moi très puissant et j'espère qu'il sera entendu urbi et orbi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.